Une rencontre avait lieu samedi 5 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Georges Monti, éditeur de Jean-Loup Trassard aux éditions Le Temps qu'il fait, pour ses livres de photographie parmi lesquels Manivelle et Vallée. Bonne écoute. Bon, Jean-Louis Bentajou, tu peux t'asseoir. L'office va commencer. Bon, merci pour votre présence, sûrement fervente, j'espère. Nous n'avions pas la possibilité, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que oui, ça va. Nous n'avions pas la possibilité d'accueillir Jean-Loup Trassard pour des raisons, j'espère, qui vont disparaître dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire qu'il puisse recouvrer toute sa santé et surtout ce dont il a besoin, comme nous tous, de recouvrer la vue qu'il a momentanément perdue, espérons momentanément, et le moins possible. Et donc, Georges Monti, en éditeur, un ami de Jean-Loup Trassard et en voisin girondin de la librairie, vient en quelque sorte le représenter, si tant est qu'on puisse représenter cet homme étonnant. Peut-être, avant de parler de Trassard et la photo, tu pourrais peut-être, Georges, parler de Trassard écrivain et de ce qui t'a conduit, j'imagine très tôt finalement, dans ta vocation d'éditeur. On disait à l'époque que tu étais un des représentants notables de cette fonction qui était la petite édition. Oui. Aujourd'hui, on dit qu'elle est indépendante, mais oui, elle est toujours aussi petite et aussi admirable. Voilà. Et donc, ce qui t'a conduit à solliciter, j'imagine que c'est pas Trassard qui t'a sollicité. Non, c'est l'inverse, mais j'existais pas, d'ailleurs, quand je l'ai rencontré. J'existais pas, à proprement parler. Oui, je crois, j'entends un écho. Donc, oui, je peux dire que ma maison n'existait pas. Moi, j'existais, évidemment, bien entendu, mais ma maison n'existait pas. Je l'ai sollicité, peut-être parmi les tout premiers écrivains que j'ai sollicités, à propos d'une série de textes qui a donné le premier livre de textes et photographies que j'ai publié de lui, qui s'appelle L'inventaire des outils à main dans une ferme. C'est une série de textes, de prose qu'il publiait à l'époque dans les Cahiers du chemin. Et voilà. Et comment dire, il m'a un peu testé, si j'ose dire, puisque j'étais non seulement un jeune éditeur, mais un jeune homme, et il m'a dit, c'était il y a un peu plus de 40 ans, pour dire les choses rapidement, et il m'a dit, mais il y a des photos avec ça, vous n'allez pas pouvoir vous en charger. Je lui ai dit, mais si, bien sûr, je veux faire un livre avec vos photos, et il me dit, ben non, c'est pas possible, Gallimard ne le peut pas, comment le pourriez-vous ? Je lui dis, mais écoutez, on va le faire, faites-moi confiance, et voilà. Et peu de temps après, il m'a visité à Cognac dans mon premier atelier, qui était une sorte de frigo terrible. Et depuis lors, nous avons fait, lui et moi, pendant donc 4 décennies, je sais pas, quelque chose comme 25 ou 27 livres, dont 14 ou 15 livres de photographie. Et je pourrais dire, c'est à la fois le premier auteur qui avait une certaine notoriété, à l'époque peut-être plus qu'aujourd'hui, curieusement, qui m'ait fait confiance, c'est le premier point, et c'est le compagnonnage le plus durable, puisque nous avons fait, pour ainsi dire, un livre par an, ou à peu près un livre par an, depuis cette époque-là.
voilà comment l'histoire s'est faite entre lui et moi. Il a continué de publier. À l'époque, il était déjà, je le disais, assez reconnu, et il publiait ses livres chez Gallimard, ses livres de littérature. Il a continué à publier régulièrement chez Gallimard. Et donc, nous avons construit comme ça une sorte de parcours de double activité pour ce qui le concerne, quoi, où il publiait ses livres de littérature chez Gallimard et ses livres de photographie chez moi, pour simplifier, parce qu'il y a quelques exceptions, hein, j'ai publié des livres de littérature de lui également. Voilà. Et tu as repris un certain nombre de chroniques ou d'articles ou de papiers ou de récits qu'il avait publiés dans les Cahiers du Chemin. Oui. Et alors, c'est parce que ça, c'est tout de même étonnant, c'était cette magnifique revue et collection de Georges Lambrix. Pourquoi Gallimard n'a pas souhaité le faire ou... Non, je pense que Gallimard a eu, comme avec d'autres exemples qui seraient sans doute fastidieux d'accumuler, mais ils ont laissé la bride sur le cou à certains éditeurs pour des revues ou pour des collections. La plus récente, je dirais, c'est celle de Pontalis, qui s'appelle L'un et l'autre, qui est une collection admirable, quasiment en tout point, et qui est en quelque sorte tombée d'elle-même avec la mort de Pontalis. Pontalis disparaissant, la collection a sombré avec lui, ce qui montre dans une large mesure que, y compris dans les grandes maisons, les choses tiennent à des hommes. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La revue avait été arrêtée avant et confondue avec la NRF avant la fin de la collection. Oui, la revue a été abandonnée, mais la collection, Le Chemin, bizarrement d'ailleurs, a été relancée symboliquement pendant le confinement, puisqu'ils ont publié sous forme numérique un certain nombre d'auteurs de l'époque, du reste, de petites formes qu'ils ont titrées Le Chemin, comme s'ils relançaient la collection. Évidemment, ça sera, à mon avis, ça restera lettre morte. Le premier était un Gérard Massé, qui est un auteur que je publie également, et qui est un des derniers auteurs du Chemin, c'est-à-dire un des plus jeunes, entre guillemets, hein, parce que tout ça, ça s'est écoulé sur, maintenant on pourrait dire, une soixantaine d'années, pour ainsi dire. Et il y avait au Chemin un esprit de maison, comme on peut qualifier cette manière de travailler, de faire de l'édition qui existe dans les petites maisons d'aujourd'hui et d'hier également. C'est-à-dire, c'était comme une maison dans la maison, quoi, le Chemin. Et c'était un ensemble d'écrivains qui se voyaient, ils déjeunaient d'ailleurs ensemble autour de leur éditeur toutes les semaines. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous absolument copains, parce que il y a eu évidemment des brouilles, des algarades, des engueulades terribles entre certains, mais il n'en est pas moins vrai qu'il y avait un esprit de cette collection que les gens se reconnaissent encore aujourd'hui à travers leur commune appartenance à cette collection. Il y a une sorte je le constate de manière quelquefois directe, que certaines amitiés qui se sont nouées là continuent encore aujourd'hui. Je pourrais citer celle de Marcel Cohen avec Gérard Massé, par exemple, qui ont été tous les deux publiés par Lambrix. Et ils entretenaient avec Lambrix un rapport de cette nature. Tu peux peut-être d'ailleurs dire un mot sur le côté de cette exposition qui leur est consacrée à Carcassonne. Oui, il y a effectivement une exposition à Carcassonne, à la Maison Jouet-Bousquet, qui a en la personne de René Pignès, qui la dirige, un certain savoir-faire pour exposer la littérature, ce qui est une chose particulièrement difficile. Alors évidemment, il y a des artifices, comme par exemple de montrer des photos, de montrer des œuvres picturales, etc. Mais enfin,
il arrive à montrer un univers d'écrivains. Donc là, il y a les deux grandes pièces, les deux pièces principales de la maison Joé Bousquet sont consacrées à l'un et à l'autre auteur, et il arrive dans chacune de ces deux pièces à montrer l'univers de ces écrivains. Donc je vous engage à aller la voir, puisqu'elle a été maintenue malgré les accidents que nous savons liés à la crise sanitaire. Cette exposition va se maintenir jusqu'à l'automne, donc je vous engage à aller la voir, c'est formidable. Quelques mots sur le temps qu'il fait la photo. Nous, de façon complètement hasardeuse, nous devions avoir aujourd'hui une éditrice, elle aussi, qui fut indépendante, mais qui le reste, qui est autonome, qui est Marianne Théry des éditions textuelles, qui publie des essais et de la photo. Et toi, tu publies de la photo, mais de la photo dans un sens et un univers très particulier, dans une liaison, ça nous amènera à Trassard, dans une liaison quand même très, très forte et très sensible aux mots, à la littérature, à la phrase et à la littérature. Oui, ça, il faut le dire, parce que c'est très particulier. C'est par la littérature que je suis arrivé à la photo, et dès le début, et peut-être, je peux le dire simplement, grâce à Jean-Loup Trassard. Alors, ça m'a conduit, ce premier livre fait avec Trassard m'a conduit à une constatation assez simple, c'est que il existait un certain nombre d'écrivains photographes, d'écrivains qui pratiquent la photographie. Peut-être faut-il en chercher la raison dans le fait que la photographie n'est pas si étrangère que ça à la littérature, en intention, en processus créateur, etc. etc. Bon. Et puis, la photographie, depuis sa création, a une sorte d'histoire presque, je dirais, adultérine avec la littérature. Hein. Les grands écrivains, y compris ceux qui étaient opposés à la photographie en ses débuts, et je pense notamment à Baudelaire, qui était sans doute un des plus admirables modèles pour photographe, qui n'a pas été avare d'ailleurs des photographies qu'on a faites de lui, si on peut ainsi s'exprimer. Donc il y a une histoire commune de la photographie avec la littérature. Et pour ce qui est des écrivains contemporains, je me suis assez vite aperçu, pour toutes sortes de raisons concrètes, qu'il y avait autour de moi des écrivains, photographes. Et c'est ainsi que, m'étant en quelque sorte lancé dans cette hypothèse de montrer des écrivains photographes par des livres singuliers, avec Trassard, j'ai fait la même chose avec Laurent Gaspard, qui est un écrivain très remarquable et un considérable photographe. J'ai fait la même chose avec Jacques Lacarrière, qui est un écrivain aussi important, un photographe plus occasionnel, mais j'ai publié un livre de lui avec des photos du mont Athos qui sont magnifiques, etc. Bon, et j'ai fait ça également pour Luc Dietrich, qui était un écrivain mort juste après la guerre, et qui est peut-être un peu l'inventeur de cette forme du livre de poésie, si on peut dire, en dialogue, texte et photographie. Et l'affaire concernant Dietrich est tout à fait intéressante parce qu'il a publié en 1935, donc avant la guerre, un livre qui s'intitule Terre, qui est fait à peu près sur ce modèle-là, c'est-à-dire alternance de textes courts et de photographies, chez De Noël. Et il avait laissé, il est mort accidentellement à la fin de la guerre, il avait laissé dans ses cartons un autre livre qui était tombé en panne parce qu'il est tombé pendant la période de la guerre chez De Noël, et que nous avons, que j'ai avec l'aide d'un garçon qui était un très bon connaisseur, un très bon spécialiste de Luc Dietrich, refabriqué de toutes pièces, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les textes un par un et les photographies une par une, et on a publié le livre. Qui était donc un livre inédit, de fait, mais je ne sais pas combien, près de 30 ans plus tard, quoi. C'est un livre qui s'appelle Emblèmes végétaux.
Donc voilà, j'ai fait ce travail-là de donner la possibilité à des écrivains photographes de concevoir et de publier des petits livres fondés sur ce dialogue entre la littérature et la photographie. Et puis, par une sorte d'enchaînement presque naturel, j'ai été amené à publier des photographes, quoi. Parce que, évidemment, j'ai fait mes armes en publiant ces livres d'écrivains photographes, j'ai appris à le faire, je suis devenu en quelque sorte compétent pour publier de la photographie, pour imprimer de la photographie, etc. Et j'ai été conduit de la sorte à publier un certain nombre de photographes tout court, et il y en a un en particulier qui doit vous être familier puisqu'il est toulousain, et c'est même le plus important photographe de sa génération, c'est Jean Dieuze. Donc voilà, bon, l'un dans l'autre, je ne suis pas devenu pour autant un éditeur de photographie. C'est ce qu'il faut arriver à comprendre, et que certains photographes qui me proposent encore aujourd'hui des livres ne comprennent pas. Je ne suis pas à proprement parler un éditeur de photos. Je suis capable de le faire, je le fais avec un certain plaisir, mais ce n'est pas ma spécialité, parce que éditer, c'est surtout diffuser des livres, et diffuser des livres, c'est être connu pour le genre de livre qu'on essaie de diffuser. Et moi, je ne suis pas connu pour être un éditeur de photographie. Alors rentrons chez Traçard, et tu vas nous aider peut-être à essayer de comprendre un peu ce que Traçard a dans la tête. Il faut quand même, je crois qu'il faut lire Traçard déjà pour le comprendre. C'est un immense écrivain, et tout le temps très étonnant. Dès qu'on commence à lire une première phrase de Traçard, on est assez fasciné par cette grâce qu'il a dans l'écriture. Dans le cahier que tu as consacré à son œuvre, à son œuvre essentiellement littéraire, il y a un texte qu'il a écrit sur son rapport à la photographie, qui va m'aider peut-être à te faire parcourir un peu ce rapport à la photo. Et on pourrait commencer par ce rapport de la photo et d'un sujet important pour lui, et peut-être presque définitif, qui est celui de la campagne, comme la campagne à représenter. Et donc il écrit sur le papier impressionné par l'encre ou sur le film impressionné par la lumière: il s'agit toujours de retenir et de faire partager ce que j'ai aimé dans la campagne. Dans l'écriture, je permets aux choses de bouger, d'évoluer un peu, et je traite la photographie, par contre, comme un art de l'immobilité, où les lignes sont en repos, où l'harmonie qu'elles disent ne nous est pas trop vite arrachée. Je forcerai à peine en avouant que les photos me servent à arrêter le temps, au moins en certains endroits de l'espace, à lutter contre la dégradation des choses, à refuser la mort. Et c'est magnifique. Je trouve c'est redoutable de simplicité. Je veux dire, on peut pas être plus direct sans être naïf, le moins du monde. On ne peut pas être plus simple dans ses intentions sans être un artiste spontané ou brut. Non, c'est assez extraordinaire. Ces quelques lignes montrent la force du propos. Je crois que Traçard a photographié en amateur pendant très longtemps. Parce qu'enfant, il photographiait déjà, parce que je sais pas quoi, parce que sa mère, qui est la grande figure de sa vie, qu'il a perdue à 11 ans, à l'âge de 11 ans, pratiquait elle-même la photographie, etc. Donc il a continué peut-être de la faire vivre en faisant lui-même des photographies de son proche environnement. Alors le paradoxe, c'est qu'il n'a jamais fait de photos, enfin il a fait quelques photos à l'étranger comme tout le monde, mais c'était pas son affaire. Son affaire, c'était de photographier son environnement le plus proche. Or, il a fait des photos pour, disons, l'essentiel, dans un rayon de 10 km autour de sa maison, pas plus. Et il m'a avoué un jour que lorsqu'il s'est promené dans tel ou tel endroit du monde, il
m'a raconté, par exemple, qu'il avait emporté un appareil photo lors d'un voyage en Espagne, par exemple, et que ça a été une calamité. Il n'a pas trouvé un seul truc à photographier. Les rares photos qu'il a rapportées sont nulles, enfin, etc. Bon. Alors, sans doute y a-t-il, dans son processus créatif de photographe, une familiarisation avec son motif, quoi, avec ses sujets, etc., qui est la maturation longue d'un paysage, de la lumière sur ce paysage, de sa géométrie. C'est très important pour lui, le côté graphique, disons, des images. Alors, ça ne se voit pas ici dans cette salle où ce sont des photos en couleur qui ont une autre espèce enfin, qui ont d'autres intentions, disons, mais dans la pièce en face, enfin dans la galerie où il y a des photos en couleur, là vous voyez très bien à quel point la géométrie, c'est-à-dire la façon dont l'espace est divisé par des axes, les ruisseaux, les arbres, les clôtures, etc., tout ce qui rythme graphiquement ces images, a de l'importance. Alors ça, c'est un des aspects évidemment considérables de l'affaire. Et l'autre aspect, c'est que Trassard, qui n'a jamais été un paysan à proprement parler, parce qu'il n'a pas travaillé la terre comme un paysan, a toujours été un rural, c'est-à-dire qu'il a vécu, tout en étant parisien pour une partie de sa vie, mais enfin, il a vécu dans cette maison que tu connais désormais, qui est une vieille demeure du XVIIIe siècle, entourée de champs qui ne sont pas tous formidables, parce que l'agriculture dans ce coin-là n'est pas très respectueuse de l'environnement. Bon. Et il a vu se dégrader le paysage autour de lui d'une façon folle. La première atteinte à ce paysage, c'est la suppression des haies, puisque c'était un paysage de bocage qui a été, pour des raisons de rentabilité agricole, rassemblé en parcelles plus grandes. Donc les haies ont disparu, les chemins creux que vous voyez, il y en a un certain nombre dans les photographies là-bas, qui sont une des caractéristiques majeures de ce paysage, ont été comblés. Enfin, toutes sortes de choses qui sont de nature à désespérer quelqu'un qui fait corps avec son paysage. Je ne suis pas sûr que Trassard soit un absolu conservateur, du reste. C'est pas ça la question. C'est que le paysage qui a été façonné depuis le néolithique, c'est sa grande affaire, par le travail des hommes, porte la charge de cette humanité. Et évidemment, un coup de bulldozer peut tout effacer. Et faire de la photo pour arrêter ça, c'est-à-dire photographier ces paysages. Il m'a dit souvent, du reste, il m'a dit, là, ça faisait, je me rappelle une fois, on se déplaçait en voiture dans son territoire, là, et il me dit, eh ben là, tu vois, par exemple, ce coin de route, là, eh bien, c'est une catastrophe. Ça faisait 20 ans, je me disais qu'il fallait que je m'arrête faire une photo à cet endroit-là, et ça n'existe plus. Ça a été bousillé par les bulldozers. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Je reviens à arrêter le temps et refuser la mort. Et justement, à propos de ces images en couleur, alors c'est presque paradoxal, parce que très clairement, il y a peut-être refuser la mort en revenant sur l'enfance, mais arrêter le temps, non, puisque en fait, il revient sur une enfance qui est déjà lointaine. Très lointaine. Oui. Oui, alors ça, cette histoire, comment en fait, il y a ces deux séries que nous montrons, hein, celle-ci qui s'appelle les jouets de ferme, et l'autre qui est au café, qui sont les jouets d'enfance. Oui. Ouais, enfin, les deux, quand même, sont très clairement... Tu le disais à propos de la disparition de sa mère quand il avait 11 ans. Oui. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, de toute façon. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a une blessure initiale qui est tout à fait parlante, enfin, pour la littérature également, du reste. Alors, cette histoire de jouets de ferme, voilà comment lui il raconte. Je ne parle pas à sa place, hein, comprenez-moi bien, mais je témoigne simplement. Il dit que
à un moment, il s'est aperçu qu'il n'avait pas osé photographier les paysans au travail. C'est-à-dire qu'il a 87 ans et demi. Jean-Loup Trassard, il tient beaucoup aux demi-années, comme les enfants. Il a 87 ans et demi. Donc il a connu, dans son adolescence et dans sa jeunesse, il a connu le travail agricole à l'ancienne. Le labour avec des chevaux, etc., etc. Bon, le travail manuel, énormément, etc. Bon. Mais il était un peu le fils du riche propriétaire du coin. Et en dépit de son amitié avec des petits paysans de son âge, avec lesquels il traînait à longueur de journée, etc., avec qui il partageait beaucoup plus que le jeu, enfin une sorte de mode de vie, eh bien, il n'a jamais osé les photographier de crainte d'être renvoyé à son statut de propriétaire terrien, quand eux autres étaient des fermiers, voire même des métayers. Alors, lorsqu'il a retrouvé ses jouets d'enfant un beau jour dans le grenier, parce qu'il ne jette rien, donc il retrouve tout, il a retrouvé ses jouets et il s'est mis à réinventer sur la cour de la fermette d'à côté, qui est occupée par le gardien, son gardien, si formidable, si aimable, il a réinventé les scènes auxquelles il avait assisté, les scènes de labour en particulier, mais pas seulement, je sais pas quoi, la curie du cochon, la fermière qui va nourrir les oies autour d'une mare, etc. Enfin, toutes ces scènes de la vie rurale, il les a refabriquées avec des jouets. Il a en partie jouer sur l'illusion qui est propre à la photographie, c'est une chose d'ailleurs tout à fait intéressante, qui pourrait faire l'objet, au fond, d'un projet conceptuel, et nombreux photographes ne s'en sont pas privés. Oui, oui. Donc, de temps en temps, on se demande, enfin, en tout cas, il y a un premier moment de trouble et d'illusion, c'est-à-dire qu'on peut penser que ce sont de vrais chevaux ou de vrais, je sais pas quoi, ou de vrais oies qui sont photographiés autour d'une mare. Non, ça n'est pas le cas. Évidemment, ce sont des jouets en miniature, vraiment hauts comme ça, et donc ça suppose d'être très près, etc. Il le raconte très bien. Il dit, je me mets à genoux dans la poussière de la cour, etc. Bon, et donc ce travail-là, ce travail sur le retour à l'enfance. Alors c'est un monsieur assez, comment dire ça, qui a une certaine autorité, Trassard. D'abord c'est un physique, c'est un type qui a une certaine carrure, etc. Et puis une certaine autorité, une certaine noblesse dans le port, etc. Et donc on l'imagine assez difficilement, à première vue, comme ça, retomber en enfance et s'accroupir dans la poussière. Alors il y a quelque chose de très favorable à ça, c'est qu'il photographie avec un Hasselblad, qui est un appareil qui n'a pas de viseur, qui n'a pas d'oculaire, mais un viseur sur une vitre dépolie. Donc on ouvre une sorte de couloir sombre comme ça, et on regarde le dépoli vers le bas. Donc on peut poser l'appareil au sol, et donc ça favorise énormément cette dimension de jeu, quoi. Bon. Et là, il dit que quelque chose de magique s'opère, quoi, qui est qu'il se retrouve littéralement dans la scène qu'il est en train d'inventer. Donc il fait un bond dans le temps, en effet, et prendre la photographie n'est pas l'affaire. L'affaire, c'est toute cette fabrication, le rassemblement de ces objets, le fait de creuser un petit trou et de le remplir avec un broc d'eau tiré au robinet de la cuisine, enfin toutes sortes de choses d'une grande banalité, d'une grande trivialité, qui sont en fait les gestes d'un enfant qui joue. Et ça confère, tu vois, petit à petit, des choses semblent se révèlent, ça confère à l'ensemble de ces images, évidemment, particulièrement à partir de celle-là, une sorte de très grande intériorité. Oui, 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 c'est vrai. Et il me disait hier au téléphone, sans doute en pensant que j'aurais à vous le répéter, que ce sont
que que c'est cette expérience formidable de photos de jouets de ferme là, qu'on a publié dans un livre qui s'intitule Les derniers paysans. Le titre dit assez d'ailleurs le côté testamentaire, hein, qui l'ont incité à une série suivante que vous allez voir dans la galerie là-bas, qui est tout à fait remarquable à bien des égards, qui est une série de paysages dits inventés. C'est-à-dire que, ayant commencé par créer et reproduire en couleur ces scènes de la vie rurale, il s'est dit, je vais revenir au noir et blanc et je vais supprimer tous les éléments de référence, les objets, les animaux, etc., qui sont représentés. Et je vais faire des déserts. Et alors Trassard, qui est un homme relativement sédentaire, qui a peu voyagé, a amené vers lui, c'est ainsi qu'il le dit, c'est ainsi qu'il me l'a dit pour la énième fois hier au téléphone, il a amené à lui ces paysages du monde, des déserts arides, des falaises vertigineuses, des grands canyons en tout genre, dans la cour de la ferme, qu'il a photographié en noir et blanc. Et là, l'illusion est peut-être plus frappante encore que là, c'est-à-dire qu'on met un petit moment à réaliser que ce sont des choses fabriquées à petite échelle. Il s'est arrangé dans pas mal de cas en laissant des objets, etc., pour tromper un peu sur l'échelle, de sorte que il a recomposé des paysages. Alors c'est un peu paradoxal par rapport au début de mon propos, c'est-à-dire que quand je dis qu'il a photographié le territoire autour de chez lui, il a même été au-delà, il a photographié l'intérieur de la cour de la propre ferme, dont sa maison est la maison mère en quelque sorte, mais en y amenant, le mot est de lui, hein, en y amenant des paysages qui seraient des paysages imaginaires, mais possibles ailleurs dans le monde. Et donc, en effet, tu as parfaitement raison, c'est une vision intérieure. C'est une vision intérieure du monde, bien sûr. Oui, mais c'est aussi une obsession. Alors, c'est aussi probablement une connaissance d'autres paysages ou d'autres sociétés. Effectivement, les échelles pourraient rappeler, tu parlais de canyon, les Navajos, oui, bien sûr. qu'on trouve encore. Bon. Ou ce que tu disais au tout début, cette obsession des origines et du néolithique. Oui. Et justement, c'est ce qui m'avait conduit à proposer que cette exposition soit juxtaposée, voisine, enfin, oui, en dialogue avec... en dialogue à un autre obsédé du néolithique, oui, bien sûr, qui est bien sûr. Pierre Bergogneau. Bien sûr, bien sûr. Oui, je pense que dans le cas de Trassard, mais Bergogneau, c'est tout un, je veux dire, leur attachement au monde rural les envoie comme par une sorte de pichenette irrésistible vers l'origine de l'agriculture de l'humanité actuelle, qui commence effectivement au néolithique, où l'homme devient agriculteur. Et il y a un grand roman de Trassard où il y a des personnages qui sont empruntés à cette époque mythique. Le titre ne me revient pas tout de suite, qui est un livre extraordinaire, qui est une sorte de recréation, disons, d'une vie, de la vie d'une famille. Oui, je vais peut-être le trouver là. Voilà, ça s'appelle Dormance. Ça s'appelle Dormance. Le titre fait allusion à l'état des plantes, vous savez, qui restent dans le sol quelquefois pendant des centaines d'années avant de pouvoir reprendre vie lorsque les conditions sont réunies. Et c'est un peu cette histoire-là, c'est-à-dire c'est une famille de paysans du néolithique, un peu à la fois brute et très sophistiquée, qui serait resté enfoui dans la mémoire pendant des centaines et même des milliers d'années. Et
et se remettait à germer dans l'imagination de Trassard. C'est un roman admirable que je vous conseille, comme d'ailleurs à peu près tous les autres. Je ne vois pas de livre qui ne soit pas, par un côté ou un autre, admirable. Alors, avant peut-être de laisser le public réagir, revenir à arrêter le temps et à le texte publié sur la photo. Donc, peut-être y en a-t-il d'autres d'ailleurs. Non, c'est le seul, et c'est un texte. C'est intéressant de le dire. C'est un texte qu'il a. Auquel il s'est astreint, sans que ce soit douloureux pour lui, du reste, à ma demande, une fois, j'ai décidé de publier une sorte de petit bulletin. Je publiais à l'époque des bulletins de mes éditions qui étaient des trucs, des prospectus de nouveautés, qui portaient d'ailleurs le titre redondant de prospectus, et de temps en temps je faisais un numéro spécial sur un des auteurs, et donc j'avais fait un numéro spécial sur Trassard, et je lui avais dit ce serait formidable que tu écrives une page sur ta conception de la photographie. Il m'avait dit oh tu crois que c'est intéressant, bon. Et peu de temps après, il m'avait envoyé ce texte que je trouve tout à fait épatant à beaucoup d'égards. Il n'a été repris que dans le cahier, le cahier qui est une sorte de somme sur son travail et sur sa bibliographie d'une façon générale, que voilà. Mais sinon, il n'a pas trouvé d'occasion de le reprendre dans un volume par ailleurs. Alors ce texte commence par sous les nuages d'argent, les séances de pause duraient des heures. Là, en l'occurrence, il fait allusion à ses grands-parents. Et quand même, il y a cette idée de pause. Et quand on voit il me semble que quand on voit ces images, cette idée du temps de pause surgit. Enfin, je veux dire, c'est immanquablement, évidemment, il y a des photographes dans la salle, quand on pense à photo, on ne peut pas ne pas penser à cela, mais quand même souvent, et puis la photo très contemporaine, elle est plutôt celle de l'instantané, entre guillemets. Je sais pas, Jacques, peut-être tu réagiras à cela, mais voilà, tout de suite, cette question du temps de pause. Et il est lui-même dans une littérature du temps de pause, aussi. Oui, son rapport n'est précisément pas celui de la photographie, puisque la photographie, c'est une sorte de coup de serpe brutal, parce que il est assez rare que le temps de pause soit très long. C'est souvent une fraction de seconde, que ce soit un 60e ou même une seconde entière, ça reste une période de temps relativement brève, dont la photographie prélève en quelque sorte, très momentanément, très, très, très brutalement, même par certains aspects, une tranche sur le temps qui lui-même est infini, s'écoule indéfiniment. Bon. Alors je pense que il y a deux écoles en photographie, je le dis parfois. Je pense comme dans les sociétés primitives, celle du néolithique par exemple, il y a des photographes cueilleurs et des photographes chasseurs. Cartier-Bresson, pour prendre un exemple ultime, d'ailleurs il s'en vantait largement, est un chasseur. C'est des gens qui prélèvent. Cartier-Bresson a inventé l'expression d'instant décisif. Pour une raison très nette, c'est pour dire ce que c'est que ce moment particulier le coup de serpe, quoi. Bon. L'obturateur fonctionne comme une guillotine. Et puis il y a les cueilleurs, et les cueilleurs sont des gens qui, certes, appuient sur le déclencheur à un moment, et pour une fraction de seconde, mais avant ça, ils ont composé l'image, ils l'ont laissé se réalisé devant eux, et ils n'ont fait qu'en prélever un fragment, qui est le cadre, et à appuyer sur le bouton au moment où la lumière est la plus favorable. Donc on pourrait dire que Trassard est de l'école des cueilleurs, ou de
de la civilisation des photographes-cueilleurs. C'est pas un chasseur, certainement pas. D'ailleurs, il y a très peu de ces photos, très peu sont animées, très peu contiennent des êtres vivants, humains ou animaux. C'est une autre approche. Alors justement, voilà, ce sera le dernier, du moins pour un moment, ma dernière question. Je vais reprendre là aussi une partie de ce texte très beau et qui concerne justement les vivants. Il écrit « En tout cas, vivant en milieu paysan, je n'avais alors jamais vu fonctionner d'autre appareil que le sien, sinon de loin la chambre sur pattes et sous drap noir du professionnel qui venait photographier les noces dans le village, les endimanchés se serrant sur des gradins en planches dressés comme contre une haie de palmes. » Et tu vois, on passe du temps ce fameux temps de pause que nous connaissons tous pour avoir retrouvé dans nos affaires familiales, dans nos greniers, ou en tout cas pour nous, chez nos parents, ces photographies de mariage, de communion. Et tu sais pour quelle raison, justement, à part peut-être dans les photos de campagne russe, il a hésité à ce point-là à photographier. Il ne se sent pas le droit de les saisir. Oui, je pense. Quand tu disais chasseur, dit des photographes. Il y a un côté prédation aussi. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je crois que c'est pas un acte si simple. Alors on dit souvent, à tort et à raison, que en pays musulman c'est très difficile de photographier les gens, etc. Bon, tout ça est vrai et faux à la fois. Je crois que c'est tout simplement difficile de photographier les gens parce qu'il faut être capable d'entrer en relation avec eux avant de les photographier. Même en une seconde. Mais il y a des gens qui ont le don pour ça. Gérard Massé, qui est un grand écrivain et un très bon photographe, la première fois il s'est mis à photographier à l'âge de 50 ans. La première fois qu'il m'a montré des photographies, c'est des photographies faites en voyage, avec des gens, je sais pas où, au Yémen ou dans des endroits comme ça. Et je me dis, mais comment tu fais ça? C'est pas pensable. Or, moi, je l'ai vu se comporter dans la vie. Il a une capacité d'entrer en relation avec les autres qui est tellement considérable que, en un instant, le contact est établi et il peut prendre la photo, le photographier. Le modèle ne se sent pas ni bousculé, ni volé en quoi que ce soit. A contrario, Traçard, qui n'entre que très progressivement en relation avec les autres, qui est un lent, peut-être un méfiant aussi, parce qu'il a en lui cet atavisme paysan qui fait que les choses ne sont pas, comment dire, elles ne vont pas de soi, mais en même temps, quand le contact est établi, il est profond et durable. Enfin, c'est l'avers d'une médaille que nous connaissons bien. Bon, alors il ne sait pas photographier les gens. Alors il y a quelques photos. Là, par exemple, il y en a une de son instituteur dans ce cahier. Là, il y en a une de son instituteur parce que son instituteur devenu vieux, à un moment donné, comme il fréquentait son instituteur d'autrefois, il a voulu garder un souvenir. Alors il lui a demandé de prendre la pose. Il y a une photo où on voit Georges Lambrix, justement, l'éditeur du Chemin. Dans cette photo, il y a Jacques Borel, le romancier Jacques Borel, qui a eu le prix Goncourt avec l'Adoration, qui est juste à côté de Lambrix, et il m'a dit au cadrage, non, tu fais sauter Borel. Ça n'a pas le même sens pour lui. C'est pas des photographies, c'est des instantanés de souvenirs comme nous en faisons tous. Hein. Voilà. Sinon, je crois qu'il n'est pas capable de photographier les gens. Voilà. Je le dis en bonne part. Hein. Bon, refuser la mort, mais c'est difficile de fixer le vivant, c'est ça. Bien sûr. Merci à tous et à bientôt.
Vous venez d'écouter Georges Monti des éditions Le Temps qu'il fait, éditeur de Jean-Loup Trassard, écrivain-photographe, enregistré lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 5 juin 2021. Réalisation et mise en onde par Radio Radio.